Bienvenue à tous, vous êtes là depuis ce matin, pour certains, vous êtes venus nous rejoindre, c'est la deuxième édition du Forum national de la RSE. Vous êtes à peu près 1300-1400 personnes prévues aujourd'hui. Vous êtes entre 100 et 200 de plus que l'année dernière, voilà, donc on progresse. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à votre confiance et votre implication. Justement, on a voulu cette plénière qui soit un petit peu incisive, puisqu'on vous dit votre entreprise sera où dans 3 ans. Effectivement, des phénomènes comme Blablacar, des phénomènes comme Airbnb, comme Uber, etc. bousculent toutes les entreprises. Vous ne pouvez plus continuer de produire, vous ne pouvez plus continuer de penser votre entreprise de la même manière. Et justement, au Forum Reset, on n'est pas là pour vous dire, vous faire des longs discours, mais on est surtout là pour vous dire comment. Et c'est pour ça qu'on a nos invités qui sont venus aujourd'hui, qu'on découvrira dans quelques instants, qui vont vous expliquer de manière pratique, avec des exemples concrets, de quelle manière, justement, eux pensent leur entreprise et de quelle manière ils se préparent à tous ces bouleversements et ces changements qui impactent leur entreprise et qui impactent leur société. Mais avant de se faire, je vais passer tout de suite la parole à mon président, puisque c'était une association. Comme on vous l'a toujours dit, nous ne sommes ni à droite ni à gauche, nous sommes devant et nous sommes là pour essayer de bâtir des projets, faire avancer les entreprises avec l'exemplarité et montrer ce qui marche. C'est un forum qui ne parle que de choses positives, ce qui fait un peu du bien dans ce bas monde. Voilà, mon président Jacques Faudin. Donc ça n'est pas Chantal Aiméou, mais je pense que vous l'aurez reconnu tout seul. Oui, sans cheveux. Très bien. Alors, on vous souhaite la bienvenue. En tant que président de cette association, nous sommes honorés de vous avoir avec nous. Merci. Oui. D'habitude, il y a les pom-pom girls, mais ce n'était pas là. Voilà. En fait, je voulais reprendre un petit peu l'édito que j'ai écrit, puisque la plupart d'entre vous, vous n'aurez pas le temps de le lire, et puis de commenter un tout petit peu. Je vais être très bref. Et en fait, quelque part, nous sommes ici parce que ensemble, nous sommes animés d'une conviction plutôt profonde, sinon on ne serait pas là, et on répond quelque part à l'appel du bon sens. Parce que nous traversons une époque avec la conscience que c'est par la somme de gestes simples, de petits gestes répétés au quotidien, par le plus grand nombre d'entre nous, que cette RSE, à laquelle nous croyons tellement, s'installera de manière durable au cœur de la conscience dite collective. Et en tant que président de la RSE Innovation France, j'ai à cœur de vous encourager à continuer, chacun d'entre vous, dans vos engagements respectifs. Parfois, on peut être découragé, donc je vous invite à ne rien lâcher. Et ce, malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer dans vos entreprises, dans les institutions autour de vous. Les moments de découragement et l'ampleur de la tâche sont là et peuvent s'installer en nous. Il faut savoir les rejeter, les repousser. Nous sommes quelque part des pionniers, des ambassadeurs. Et notre mission, c'est de créer, d'échanger, d'ancrer les bonnes pratiques de la RSE au sein de nos structures. Je voudrais reprendre avec un peu d'humilité et emprunter les mots d'Aristote qui disait « L'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. » Dans mon entreprise, depuis un peu plus de 20 ans, pour créer des habitudes, il y a 2 poubelles. Une poubelle pour le papier qui peut être recyclé et une autre poubelle à côté pour ceux qui ne sera pas recyclé. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que chaque fois qu'un de mes collaborateurs ou qu'une de mes collaboratrices doit mettre un papier à la poubelle, il va se poser la question, est-ce que c'est recyclable ou pas recyclable ? Et au bout d'1 mois, 1 an, 10 ans, on a installé non seulement des habitudes, mais un mode de vie. Et lorsque cette personne se trouve dans sa voiture à vouloir jeter un mégot ou un chewing-gum, il va se poser la bonne question et dire non. Et il va mettre son chewing-gum dans un papier, le mettra dans une poubelle par la suite. Donc c'est une invitation à créer des habitudes pour que ces habitudes deviennent un mode de vie. Alors, ce qui est magique un petit peu autour de ce forum, c'est qu'en fait, nous sommes tous rassemblés avec des valeurs similaires quelque part, alors que nous représentons des institutions, il y a des élus, il y a des représentants de syndicats ici, de syndicats patronaux, de syndicats de salariés. Il y a des représentants du monde privé, des chefs d'entreprise comme moi-même.
Et c'est la magie de la RSE. C'est que cette RSE nous rassemble tous vers des mêmes valeurs, vers un même idéal. Et donc, cette RSE, quelque part, elle vient catalyser, elle vient fédérer, elle vient rapprocher les hommes et les femmes. Et on inhibe de la sorte tous les clivages qui, malheureusement, s'installent de temps en temps autour de nous. Et voilà, mon invitation, c'est que nous profitions de ces instants sacrés, quelque part, pour s'enrichir les uns les autres et ressortir ici avec encore plus de motivation à vivre la RSE, en commençant par nous-mêmes et à la faire vivre autour de nous. Bon forum à tous. Merci. Et j'appelle tout de suite Chantal Eméou, qui est la deuxième vice-présidente déléguée aux entreprises, à l'artisanat et à l'économie de montagne, qui est aussi présidente du pays Serpenson-Ubaye-Durance, présidente de la communauté de communes de l'Embrunais et maire d'Embrun, mais qui est surtout là pour représenter la région, qui est notre premier partenaire de ce forum. S'il existe, on lui doit beaucoup. Voilà, Chantal Eméou, c'est à vous. Merci. Monsieur le préfet, messieurs les présidents des chambres consulaires, régionales et départementales, monsieur le directeur de l'ADEME, mesdames, messieurs les présidents, vice-présidents, mesdames, messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je participe à cette journée aujourd'hui de rencontre, de partage, fort intéressant d'ailleurs, très enrichissante aussi, qui est pour moi notamment la découverte de toute une panoplie d'entreprises qui s'est engagée résolument vers la modernité. Le contexte économique dans lequel évoluent aujourd'hui nos entreprises est évidemment en pleine mutation, on peut le constater quand on circule d'entreprise en entreprise ce matin pour toutes celles qui font preuve d'une grande innovation. Nous avons bien compris que la crise que nous avons connue il y a quelques années n'était pas une simple crise momentanée, mais une véritable révolution, sans doute enthousiasmante, incontestablement pour ceux qui gagneront, mais terriblement angoissante pour ceux qui sont attachés à leur précaré, à leurs habitudes et qui ont malheureusement raté le train de la modernité et de cette ouverture vers une autre forme de construction de notre société et d'une autre forme de notre économie. L'adaptation, évidemment, aux logiques nouvelles permet l'émergence de nouvelles entreprises qui ont, pour certaines, je le sais, je le vois et vous le voyez aussi, un développement absolument fulgurant. Dans ce contexte, évidemment, et pour continuer à croître, les entreprises doivent saisir les opportunités qui s'offrent à elles. Penser, agir en cohérence avec les nouvelles attentes du marché, aussi bien en termes de qualité que de santé ou d'impacts environnementaux. La RSE prend ainsi tout son sens. La priorité de Christian Estrosi, que je représente aujourd'hui, c'est la bataille de l'emploi. Cet emploi que nous appelons tous de nos voeux pour que le taux de chômage se réduise le plus possible et qu'enfin la France retrouve un niveau d'activité, d'implication, de dynamisme qui soit à la hauteur de nos attentes et de nos espérances. Il l'a d'ailleurs, Christian Estrosi, rappelé et démontré le 3 mars dernier, il y a seulement quelques jours, dans le cadre du lancement du schéma régional du développement économique et de l'innovation. La région sera bien sûr, vous le disiez à l'instant, le premier partenaire du monde économique et des collectivités locales pour gagner cette bataille de l'emploi. C'est ainsi que le Conseil régional, qui aujourd'hui a la compétence exclusive développement économique avec la loi NOTRe, en lien avec un certain nombre de partenaires, l'État, bien sûr, monsieur le préfet, notamment la Directe et l'Adréal, mais également l'Agence de développement et de maîtrise de l'énergie, monsieur le directeur, l'ADEME, mais aussi les chambres consulaires, chambres des métiers, monsieur le président, chambres de commerce et d'industrie aussi, bien sûr. Tous sont engagés ensemble en partenaire en faveur de la promotion et du déploiement de la RSE. Bien sûr, en adaptant son modèle managérial économique, c'est ainsi que l'entreprise sera plus performante et gagnera en productivité. Imaginez que l'on peut encore construire un modèle économique sans prendre la mesure des différents paramètres de son environnement, qu'ils soient naturels, territorial ou bien évidemment humain. Pour construire une stratégie globale de développement, c'est évidemment prendre le risque d'aller droit dans le mur, d'échouer. Produisons plus, mais produisons mieux dans de meilleures conditions de respect humain et de respect de l'environnement, même si les entreprises ne nous ont pas attendus non plus pour mettre au cœur de leur stratégie
les salariés de leur propre entreprise, évidemment. Cette politique partenariale cible plus particulièrement les TPE et les PME à travers un parcours destiné à accroître leur performance. Ce parcours, que l'on intitule le parcours performant et responsable en Provence-Alpes-Côte d'Azur, est un véritable guichet unique régional en matière de RSE. Il permet aux entreprises de bénéficier d'une gamme d'outils adaptés à leurs différents types de besoins. Également, via l'animation d'une plateforme régionale de la RSE qui s'intitule le RS-Tank, que vous connaissez pour la plupart, je crois, c'est un lieu privilégié, le RS-Tank, d'élaboration de propositions, d'éléments stratégiques, opérationnels et bien sûr vecteur de diffusion d'une dynamique régionale autour de la thématique de la RSE. La région entend poursuivre cette action concertée avec les principaux acteurs économiques et accompagner de façon cohérente, constructive et lisible les entreprises dans leur démarche. Dans l'objectif de mettre tous les efforts de notre collectivité au service de la croissance et de l'emploi, nous considérons la responsabilité sociétale des entreprises non comme un coût supplémentaire pour les entreprises, mais bien comme un levier de croissance, un catalyseur d'innovation et de modernité. Dans nos politiques, la RSE est donc traitée comme une opportunité, comme un outil de compétitivité et de développement pour les entreprises de nos territoires et pour nous tous d'une façon générale, parce que lorsque l'économie va bien, c'est évidemment tout un territoire qui se porte beaucoup mieux aussi. Par exemple, grâce à l'anticipation des évolutions du marché liées à la pénurie de certaines matières premières, ou bien par la mise en œuvre de nouveaux modèles économiques fondés sur les bouleversements de la relation aux clients et aux entreprises partenaires. Développons notre économie et valorisons les atouts considérables qui font de notre région une des plus attractives au monde. Ne l'oublions pas. Provence-Alpes-Côte d'Azur est dotée d'atouts exceptionnels. Je crois que chacun ici en conviendra. On a envie aussi que ces atouts soient reconnus et valorisés à leur juste valeur, mais pour cela, il est important aussi qu'on puisse travailler dans la bonne direction et en partenariat. L'attractivité de notre région est aussi renforcée par l'instauration de meilleures conditions de vie des entreprises. J'en ai bientôt terminé. La RSE, c'est aussi une nouvelle façon de renforcer l'attractivité des territoires, les plus petits aussi de nos territoires, les plus reculés, qui font preuve d'innovation pour peu qu'ils soient désenclavés sur le plan numérique et progressivement on avance là aussi, mais le désenclavement numérique est l'une des dimensions essentielles à cette modernisation et je suis bien placée pour le savoir parce que élu d'un territoire du département des Hautes-Alpes, on se bagarre aussi, on se bat pour faire arriver dans de bonnes conditions et le plus rapidement possible tous les éléments permettant le très haut débit parce que nous savons aussi que c'est l'un des éléments que prennent en compte les entreprises pour pouvoir s'installer et vivre dans de bonnes conditions, au moins aussi bien que dans un milieu urbain. Si notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur, que nous aimons tant, offre une meilleure qualité de vie, avec des filières dynamiques, un écosystème équilibré, c'est un gage de développement des entreprises sur notre territoire régional et au final, l'implantation de nouvelles entreprises. Et c'est aussi ce que nous visons, l'installation de nouveaux équipements, de nouvelles entreprises qui viennent apporter la réponse que nous attendons à la création d'emplois. Croissance, innovation, transition énergétique, promotion de nouveaux modèles économiques, attractivité économique de notre région, voilà les mots-clés de notre vision économique. Véritable vitrine nationale de la RSE, le forum RESET, et je félicite et remercie les organisateurs dédiés à la RSE et aux nouveaux modèles économiques, permet de donner toute sa résonance à la RSE, de mettre en évidence les innovations et de fédérer le monde économique autour de cette thématique ô combien importante. Je vous remercie. Merci Chantal Méhou.
Alors, il est avec nous depuis 10h30. Il a voulu voir le salon. Il a fait le tour des stands. Et il s'est arrêté un long moment sur le village d'innovation. On a un village d'innovation 100% féminin cette année, en l'honneur de la journée de la femme. Des jeunes pousses de moins de 3 ans qui inventent des solutions demain. Il vient de signer une convention où toutes les institutions s'engagent à déployer la RSE sur la région PACA, en compagnie justement du président de la Chambre des métiers qui est là, le directeur régional de l'ADEME qui est présent, le président de la Chambre de commerce régional qui est présent aussi. Et je vous demande d'applaudir Stéphane Bouillon, préfet de région. Je vous laisse. Hein, ah oui, c'est vrai. Pour la journée de la femme. Non, non, pour la pense que journée les de la gens ont vu que femme, vous n'étiez pas je vais me ranger derrière la présidente. Je ne sais pas où il est passé. Il est derrière. Laissez il est derrière l'écran. On a mis des pièges en fait. Voilà. Oui, non, ça va, c'est bon. Merci de m'accueillir pour ce Forum Reset. Bravo pour l'organisation pour la deuxième année consécutive de ce forum. Bravo au président Jacques Faudin. Bravo à Philippe Girard qui a pratiquement fait tout mon discours. Bon, s'il me regarde même avec un œil soupçonneux pour savoir si je vais tenir dans le temps, mais je vais essayer. Bravo en tout cas pour cette rencontre qui est exemplaire à bien des domaines. Cette rencontre, d'ailleurs, ce n'est pas forcément un aboutissement. Ça n'est, j'allais presque dire, qu'un début. Parce que le poids que peut prendre la RSE maintenant dans notre économie est de plus en plus majeur et il faut qu'on puisse l'encourager de plus en plus fortement. C'est rare de voir aussi un préfet dans ce genre de circonstances. On nous voit plutôt en train de mettre en œuvre des politiques publiques, de vérifier que la réglementation est bien appliquée, que les différents codes qui parsèment la vie des entreprises sont bien respectés et bien établis. Et puis, un préfet, des politiques publiques, des codes, ça n'est pas seulement, ça ne peut pas être d'ailleurs un frein à l'activité. Il faut aussi le voir comme un levier, comme un signal social, comme un signal sociétal qui vous permet à vous, entreprises, de vivre dans notre monde aujourd'hui, qui nous permet aussi, en tant que monde global, de travailler avec vous, entreprises, pour l'amélioration de notre société. Et c'est un point qui, pour moi, est extrêmement important. Il n'y a pas étanchéité entre le monde de l'entreprise et le monde dans lequel nous vivons. Vous n'êtes pas seulement des producteurs. Vous êtes aussi des acteurs, vous êtes des citoyens. Vous fonctionnez, vous faites fonctionner notre vie et notre métier. Et lorsque la réputation des entreprises est parfois calomniée, galvaudée, c'est parce qu'on oublie le rôle sociétal que vous pouvez avoir. Ce rôle-là, il est absolument majeur. Au niveau national, l'État a légiféré depuis plusieurs années dans différents domaines. Le reporting extra-financier des entreprises envers les actionnaires, c'est quelque chose qui déboulait de la Commission européenne et qui visait simplement à organiser ce rôle et cette action vers les uns et les autres. Cet élément-là, il est absolument majeur pour que vous puissiez jouer complètement votre rôle de producteur. Certes, vous êtes confronté à la compétition mondiale, vous êtes confronté à la concurrence. Il faut que vous arriviez à produire, il faut que vous arriviez à faire du profit, il faut que vous arriviez à pouvoir fonctionner normalement. Mais vous avez aussi un rôle qui est important dans ce domaine vis-à-vis de l'ensemble de nos concitoyens pour légitimer la place de l'entreprise, pour lui donner toute sa place, toute sa valeur, encore une fois, au service de nos concitoyens, au service du développement de notre économie. Nous, avec la région, avec les collectivités locales, nous pouvons mettre en place des différents dispositifs. Nous pouvons essayer de programmer du développement, faire de l'aménagement du territoire, œuvrer pour faciliter l'embauche, pour aider à la formation dans les entreprises, pour aider les gens à se former pour venir dans vos entreprises. Mais nous ne sommes que des accompagnateurs. C'est vous les acteurs. C'est vous qui allez devoir réfléchir à ce qui, en termes économiques, peut rendre service à notre pays, peut rendre service à notre société, et pouvoir le convertir en matière économique, en matière de développement. Tout ce que j'ai vu ce matin à vos côtés, en matière d'innovation, en matière de recherche, en matière d'action, que ce soit dans le domaine de l'environnement, que ce soit pour le soutien aux handicapés, que ce soit pour aider les jeunes qui se forment à trouver le stage qui va bien leur convenir et qui leur permet à la fois de travailler pour une entreprise, mais aussi de satisfaire un idéal de service aux autres, tout ceci, c'est quelque chose qui est majeur. Or, le service aux autres
l'environnement, ça n'est pas contradictoire avec l'économie. Ça fait partie de l'économie, ça fait partie d'ailleurs du monde dans lequel nous vivons, et ça peut être aussi des acteurs de profit, de développement économique et de construction de notre territoire et de notre pays. Alors, je voulais simplement aujourd'hui vous dire combien je suis heureux avec l'ensemble de mes services de travailler avec vous à cet objectif, d'essayer de vous rendre service, d'essayer de vous faciliter la vie, d'essayer d'œuvrer avec vous au développement des TPE, des PME, pour qu'ensuite elles deviennent des ETI, pour qu'ensuite elles deviennent comme Suez, des acteurs et des leaders mondiaux dans ce domaine, et que aussi à travers ce domaine-là, elles n'oublient pas le départ, l'action sociale, le critère social, le critère environnemental. Parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, dans notre société, ce qui compte aussi, c'est ce qu'on appelle la signature écologique des entreprises, ou la signature sociale. Faire fonctionner une entreprise, l'amener à se développer, c'est aussi faire en sorte qu'elle n'oublie pas qu'elle vit sur un territoire, qu'elle ne doit pas polluer, mais qu'au contraire, elle peut utiliser des énergies, qu'elle peut contribuer à faire des énergies renouvelables. Faire développer une entreprise, la faire travailler sur un chantier, c'est aussi prendre en compte les populations qui sont locales et leur permettre de se former, de se développer, d'intégrer le monde de l'entreprise et de pouvoir avancer. Faire développer une entreprise, c'est aussi prendre en compte les secteurs, les niches sur lesquels parfois on aurait du mal à trouver de la rentabilité et finalement arriver à l'inventer et à la faire avancer. Tout ça, c'est effectivement la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite un beau forum plénier parce que ce dont nous avons besoin, c'est de votre énergie, de votre enthousiasme, mais ça, je l'ai vu, de votre sens de l'innovation et puis de l'optimisme que vous pouvez montrer. Et je reviens sur ce que disait la présidente Eméou. Dans une société, dans un monde où on est en train de se chercher, où à chaque fois on se remet en cause, on a besoin d'avoir votre talent, votre innovation et votre dynamisme. Et puis aussi votre sérénité, parce que une société, un monde qui bouge, c'est une société, un monde qui perpétuellement se remet en cause. Il y a 10 ans, on se demandait quel serait, si on aurait encore du pétrole. Aujourd'hui, on se demande ce qu'on va faire demain. Il y a 30 ans, on ne connaissait pas l'e-économie. Il y a 40 ans encore, on pouvait s'interroger sur ce que serait notre pays. Et la réponse, je suis incapable de vous dire ce que ce sera demain. Mais la réponse, je sais qu'elle réside dans votre savoir-faire, dans votre volonté, encore une fois dans votre dynamisme et dans votre capacité à être en résonance avec notre société, notre monde, parce que c'est vous finalement qui trouverez la solution. Bon forum. Merci beaucoup. Alors justement, la réponse, on la cherche tous ensemble et il y en a qui ont plus ou moins des idées et qui le prouvent chaque jour dans leur entreprise. Donc je vais vous présenter mes 4 invités et Thomas, justement, Busutil, que je vais présenter dans quelques instants, va vous présenter en 3-4 points une étude sur laquelle il a travaillé sur les nouveaux modèles économiques. Donc on a le plaisir d'accueillir Arnaud Deschamps, What Else, monsieur le directeur général de Nespresso, voilà, qui est avec nous, que j'ai découvert en allant à un forum à Paris. Personnellement, je n'avais pas forcément une bonne image de Nespresso. Et puis quand j'ai écouté, je me suis dit, mais non, mais ils ont plein de choses à dire, ils ont fait plein de choses, c'est pas suffisamment connu. Et puis, au revoir Monsieur Bouillon, merci beaucoup. Voilà, donc je suis ravi de vous accueillir et que vous nous disiez justement comment vous avez pensé le changement. Emery Jacquila, vous êtes président de la CAMIF, c'est une entreprise que vous avez repris en 2009. Vous nous expliquerez justement, donc vous vendez par Internet tout ce qui est meubles et quoi d'autre encore meubles, c'est bon ? Tout l'équipement de la maison, voilà. Et vous, carrément, vous dites que dans 20 ans, vous comptez concurrencer Ikea. Voilà. Donc, c'est intéressant et on va voir de quelle manière vous vous y prenez. David Le Glenner, vous êtes à la commission prospective du CJD, Centre des jeunes dirigeants, qui rassemble combien de personnes ? 4500 dirigeants. 4500 dirigeants, plutôt des PME ou des TPE. Voilà. Donc c'est intéressant de voir comment vous pensez la prospective. Et puis en même temps, vous êtes PDG d'une entreprise d'informatique, SYD, c'est ça, SID, d'une centaine de salariés. Donc en gros, vous êtes à la fois le penseur, mais le faiseur aussi dans votre entreprise. Et puis Hélène Valade, qu'on a le plaisir d'accueillir pour la 3e année. Avant, elle était dans un atelier, avant qu'elle devienne partenaire principale de ce forum. Elle est venue l'année dernière nous parler justement un petit
petit peu des transformations. Et aujourd'hui, elle est présidente de la plateforme nationale de la RSE. Elle est toujours directrice RSE de Suez Environnement et elle est vice-présidente du C3D, le club des directeurs du développement durable. Voilà. Donc avec eux, on va voir comment justement ils pensent ce changement. Après, un mot de Thomas Busuttil, qui représente Utopie, qui est co-dirigeant d'Utopie. Et Utopie est un acteur majeur en France du développement durable, avec lequel on a aussi construit cet événement. Voilà. Donc merci Thomas. En 3-4 lignes, cette étude, qu'est-ce qu'elle dit ? Alors, je vais être très rapide. Donc voilà. Elle est en ligne, elle est en open source sur le site d'Utopie, donc utopie.com, si vous avez envie d'en savoir plus. Ce qu'on a essayé de démontrer ou de montrer avec cette étude, c'est d'une part tous les changements, on en a pas mal parlé dans les interventions précédentes, donc je vais aller assez vite, mais si je résume, c'est comment on passe d'une vision production centralisée, d'une vision secteur, marché, à une révolution numérique notamment, qui va être basée sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, sur les communautés, des Fab Labs. Donc il y a tout ça qui est déjà pris en compte. L'idée, c'est que ça intègre un certain nombre de nouvelles choses, la prise en compte de la finitude des ressources, le lien santé-environnement, voilà, ce genre d'aspect-là. Aussi, un certain nombre de changements majeurs sur le rapport à la propriété. Ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous savez, l'âge des gens qui achètent une voiture aujourd'hui en France, c'est 53 ans. Donc voilà, donc on peut se poser quelques questions sur la pérennité du modèle économique des fabricants de voitures aujourd'hui. Donc on voit bien qu'ils sont en train d'y penser, mais s'ils ne pensent pas à mobilité, ça va être un peu difficile pour eux, je pense. Et aussi des rapports à la consommation et de rapports au travail, mais donc ça, je n'aurai pas le temps de le développer. Ce que je voulais surtout insister, c'est la façon dont on a essayé de schématiser ces nouveaux modèles. Et en fait, on a, alors de façon pédagogique, parce que tout ça, ce ne sont que des clés d'entrée. Et il faut voir ça comme des clés d'entrée dans lesquelles, voilà, qui vont être plus familières, qui vont vous permettre d'aller plus loin. La première clé d'entrée, c'est une clé fonctionnelle, c'est-à-dire une clé qui va être basée sur une économie servicielle et sur la performance d'usage. Alors, je vais essayer de prendre des exemples pas trop loin de nos intervenants. Alors, ce n'est pas tout à fait des meubles, mais c'est de l'électroménager. Si je prends le cas de Lokeo, donc Lokeo, c'est une filiale de Boulanger. Boulanger, c'est un concurrent de Darty, pour ceux qui connaissent, qui se sont fait piquer, entre guillemets, 20% de leur part de marché par les pure players d'Internet, les Cdiscount, Price Minister et autres. Et donc, ils se sont dit, il faut qu'on réinvente notre modèle. Et donc, ils ont créé Lokeo. Donc, Lokeo, c'est une plateforme qui a commencé à faire, je vends des machines à laver, des ordinateurs, je loue. Donc, ça, c'est le service locatif. C'est un premier pas dans l'économie servicielle, mais qui n'a rien de très nouveau. Et l'idée, c'est qu'ils se sont aperçus que, s'ils voulaient vraiment aller dans la fonctionnalité, il fallait qu'ils aient beaucoup plus en profondeur dans un bouquet de services et qui pensent une fonction. Donc, notamment, les gens avec lesquels ils ont travaillé, c'est les seniors. Et la fonction sur laquelle ils ont travaillé, c'est le maintien à domicile. Donc, vous voyez, je ne suis plus un vendeur d'électroménager, j'assure une fonction qui est le maintien à domicile. Et donc, ils ont travaillé sur l'ensemble des services liés à leurs produits qu'ils pouvaient développer. Et ce qui est intéressant aussi, ce qui fonde ces modèles, c'est cette notion d'écosystème. C'est-à-dire qu'ils ont été chercher des nouveaux partenaires, des gens qui fabriquent des objets connectés, par exemple, pour assurer si jamais une personne tombe, et pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne voir ce qui se passe très rapidement, qui leur a permis de développer tout ce nouveau business model. Donc, on vient, passage sur cette première clé qui est la performance d'usage avec l'économie de fonctionnalité. Le deuxième type d'économie, c'est l'économie collaborative. Donc, ce qui change là, c'est vous arrêtez de penser marché, vous arrêtez de penser business plan, vous arrêtez de penser production centralisée, mais vous pensez défis sociétaux, vous pensez communauté et, si c'est le cas, production décentralisée. Alors là, je vais prendre l'exemple du café. Donc, c'est Curto Café, je vous emmène au Brésil. Curto Café, ils sont entrés par deux enjeux sociétaux. Un, comment faire en sorte que les Brésiliens boivent du bon café, puisqu'en fait, tout le bon café brésilien, il est exporté. Et deux, comment faire en sorte que les gens qui produisent ce café aient de quoi manger. Puisque, alors je sais que Nespresso a fait beaucoup de travail aussi là-dessus, sur la partie équitable, on va dire, et pour qu'il y ait un modèle économique qui permette, qu'il y ait une chaîne de valeur, un minimum de répartition. Et en fait, ils ont construit tout leur business model sur ces deux enjeux sociétaux. Alors, je n'ai pas le temps de le développer, mais vous le trouverez dans l'étude. Et avec cette notion de communauté, où ils ont fait notamment du crowdfunding pour aller chercher le financement pour développer leur activité, et où les gens étaient payés en retour par du café. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième modèle collaboratif, centré sur donc cette entrée des défis sociétaux et ces communautés. Et le troisième modèle, c'est le modèle circulaire. Donc là, c'est comment vous appréhendez votre business model en boucle fermée.
Et alors là, je vais prendre un exemple très rapide qui est un exemple local, puisqu'il a été développé dans la table ronde qui était précédemment dans cette salle, qui s'appelle Eau de Poule, donc, qui est une entreprise de PACCAR, qui est juste en train de révolutionner le marché de la piscine. Pourquoi ? Parce qu'ils ont développé tout un modèle de piscine en bois, de piscine écologique, donc qui fait de la phytoépuration, qui n'utilise aucun produit chimique. Donc la piscine en bois, c'est du bois alors, qui est imputrescible, qui est français d'abord, qui est tracé, qui va se dégrader mais en quelques dizaines d'années, qui est un piège à carbone. Et vous voyez que cette vision circulaire, où je pense tout mon modèle en boucle fermée, en plus, ça peut aller encore plus loin, si je pousse le bouchon, pour devenir une entreprise restauratrice, puisqu'en fait, cette entreprise, quand elle part de chez vous, eh bien, il y a plus de biodiversité qu'avant qu'elle n'arrive. Donc, elle redonne à la nature plus qu'elle ne lui prend. Donc, voilà un petit peu sur les concepts, sur ces 3 modèles fonctionnels, collaboratifs, circulaires, sachant qu'encore une fois, tout ça interagit entre eux, et que quand vous rentrez par une de ces portes, vous allez travailler sur l'ensemble de ces 3 modèles. Voilà, j'arrête là. Super, merci Thomas. Non, c'était ce matin, il y avait un atelier ce matin un peu sur l'étude, et cet après-midi c'est fini, donc on peut la retrouver sur le site internet. D'accord, parfait. Alors justement, David Le Glenner, comme vous représentez un peu les TPE, les PME, est-ce qu'on a cette prise de conscience qu'on ne peut plus produire, qu'on ne peut plus faire comme avant ? Parce que ça fait pas mal d'années qu'on le dit, mais là on a l'impression que tout s'accélère. Alors est-ce que c'est nous qui sommes encore en avance, ou est-ce que ça y est, tout le monde se pose la même question ? Nous, vous m'entendez là ? Ouais. Au CJD, ça fait en gros 10 ans qu'on pratique un truc qui s'appelle la performance globale, où on cherche à être performant pour l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, en se disant qu'une entreprise, ça sert à rien en fait. Ou alors, ça sert à autant de choses qu'elle a de parties prenantes. Et on cherche à être performant sur l'ensemble de ces axes. Donc bien sûr, il y a l'environnemental, bien sûr, il y a les collaborateurs, bien sûr, il y a les clients, bien sûr, il y a les fournisseurs, et bien sûr, il y a le territoire. Depuis très longtemps, et donc du coup, on a une petite expérience de doer, parce que nous, on n'est pas des thinkers, on est un do tank, on est des chefs d'entreprise qui expérimentent. Et donc du coup on est là-dedans, dans le concret, dans plein d'exemples au quotidien. Ce qui est un peu nouveau, dans ce qu'on voit là, c'est vraiment une remise en question de la matière. Alors je ne vais pas vous parler sciences cognitives ni futurologie, mais en fait c'est de se dire que, pour reprendre ce que tu disais, vous auriez dû venir hier soir au dîner, il y avait un niveau de refaisage de monde qui était... Je vous invite à être intervenant les prochaines, vous allez voir, c'est super. On remet en cause la matière, c'est-à-dire qu'en fait on se dit qu'il doit exister d'autres moyens économiques, d'autres modèles économiques pour développer du chiffre d'affaires, développer de la valeur qui inclut la richesse, mais qui la dépasse, en vendant moins de produits. Tout simplement parce que je pense que le mot qui va devenir super à la mode, là, c'est le mot ressources. Tu me laisses combien de temps ? 2 minutes ? Je sais pas, pour le moment c'est pas mal, donc tant que c'est pas mal, on continue. Voilà. Dès que ça deviendra moins bien, peut-être que je commencerai à m'approcher. Voilà. En fait, on a pensé qu'on allait avoir un problème avec le pétrole. Et donc, il fallait faire attention de trouver d'autres moyens de fabriquer que le pétrole. En fait, on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué que ça et qu'on va manquer de terres rares avant de manquer de pétrole. C'est pour ça que les Chinois achètent de l'Afrique, globalement. C'est pas tellement... On va manquer de quoi ? De terres rares. D'accord. Les terres rares, en fait, là encore, je ne suis pas chimiste, mais c'est les matériaux qui rentrent dans la fabrication des composants électroniques. Voilà, pas de terres rares. Voilà. Donc fabriquer ça, fabriquer les iPads, fabriquer tout un tas de devices, comme on dit maintenant. Et donc du coup, ça c'est un premier truc. Le deuxième truc, c'est que comme le monde est mondial et que ça sait, il y a un autre truc qui se passe, c'est la spéculation, quoi. Et donc du coup, on pensait qu'on allait avoir plein d'acier pour toujours. Il y en avait tellement plein qu'on a arrêté d'en fabriquer en France. Et on s'aperçoit qu'à force de spéculer et à force d'ouvrir la Chine, on s'aperçoit qu'il y a des vraies tensions sur l'acier, ce qu'on n'avait pas du tout prévu, quoi. Donc l'acier, ça rentre dans la composition de plein de choses. Et puis le troisième problème, c'est qu'on se dit que tiens, on fabrique des produits et on ne sait pas trop quoi en faire quand les gens finissent de les utiliser, quoi. Donc on met en place des circuits de recyclage, mais ce n'est pas des produits qui sont conçus pour être recyclés. Donc il y a toujours une partie atomique incassable qui reste inrecyclable et que ça devient insupportable pour plein de gens, quoi, tout simplement. Et donc du coup...
comment est-ce qu'on peut les questions qu'on se pose, c'est du coup comment est-ce qu'on peut sortir du... on n'est pas des ayatollahs de la décroissance, quoi. Donc nous, on voudrait que nos entreprises elles croissent, quoi, pour que nos collaborateurs ils prennent des responsabilités, pour que nos clients ils aient plus de services. Et donc du coup, comment est-ce qu'on fait de la croissance, même si c'est peut-être un terme qui va devenir has-been, je ne sais pas, et en vendant moins de produits. Et il y a plusieurs réponses à ça. La première réponse qu'on a, c'est directement issue des travaux auxquels tu participes, c'est de se dire, c'est un gros mot un peu technique, il s'appelle externalité. Externalité, c'est tout ce que vous vendez qui n'est pas sur la propale. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que moi, je vends des chefs de projet à des grandes entreprises, je vends des forfaits où on intègre des logiciels de gestion à des ETI. Quand je vends un chef de projet à une banque, en fait, sur la propale, c'est marqué chef de projet, 5 ans d'expérience, etc. Donc je lui vends ça, quoi. En fait, ce qui se passe quand il achète ça et surtout quand il consomme ça, c'est que ça fait de la cohésion interne chez lui. Il y a tout un tas de gens qui ne pouvaient pas se sentir. C'est pour ça qu'on met en place des chefs de projet externes pour faire travailler des gens qui ne pouvaient pas se parler. Vous savez, c'est comme ça les entreprises verticales ou pyramidales. Et donc du coup, je produis ça. Il y a des gens qui étaient un peu placardisés à qui on va se remettre à faire confiance. Donc je produis du bien-être, je produis des solutions nouvelles. Je remets plus de neurones dans un circuit qui en avait isolé certains. Et tout ça, ce n'est pas sur la propale. Et donc, du coup, quand on se dit comment est-ce que je pourrais faire évoluer mon business model pour ne pas me faire ubériser, en fait, on se dit j'ai ma proposition de valeur. Et puis, tout autour, j'ai des externalités. Positives, négatives. Externalités négatives, si je vois un consultant qui rentre tous les week-ends et qui a besoin de faire les trajets en avion, ça pollue un peu, quoi. Donc ça, c'est une externalité négative. Et donc, du coup, autour des externalités positives et autour de la prise en compte et la résolution des externalités négatives, je peux faire évoluer mon business model. Surtout quand je regarde dans quelle sphère ça résonne. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a une entreprise du CJD qui fabriquait des abribus. Et donc, elle était embêtée parce que très très soucieuse de la RSE ou de la performance globale, comme on dit dans notre jargon à nous, il se disait, bon, on s'aperçoit que pour que je vende aux mairies, il faut que je produise des abribus les moins chers. Sauf que si c'est les moins chers, c'est forcément à un moment donné les moins solides. Et donc si c'est les moins solides, c'est ceux qui cassent d'abord. Donc ils se sont dit, c'est génial, je vais fabriquer des abribus beaucoup plus solides, et comme ça ils vont moins casser, ils vont moins dépenser en maintenance, et pour les usagers, ce sera beaucoup mieux. Et vous savez ce qu'ils ont répondu, les mairies ? On s'en fout, parce que ce n'est pas les mêmes qui achètent la maintenance de ceux qui achètent les abribus. Alors, c'est embêtant, et donc du coup, ce n'est pas suffisant en fait, de générer de la valeur intelligente. Il faut aussi penser à quelle sphère on fait résonner. Et donc du coup, il s'est dit, c'est quoi les sphères que je fais résonner ? C'est de la mobilité finalement. Donc du coup, il a gardé son modèle d'abribus solide, mais il a pensé mobilité. C'est-à-dire en fait, c'est quoi l'accès pour les personnes handicapées ? Pas seulement en termes de trottoir qui fait des bateaux, mais en termes d'affichage, en termes de services, en termes d'accueil. Et puis, la mobilité, on parlait de Blablacar tout à l'heure, c'est le covoiturage aussi. C'est-à-dire que pourquoi pas penser les abribus en terminus avec des places réservées qui facilitent le covoiturage pour désengorger les centres-villes, etc. Et donc, je génère de la valeur, je pense à la sphère à laquelle j'appartiens, et là, je génère une valeur discriminante, ce qui a fait plier les mairies. Voilà. Et donc, du coup, ils vendent ces abribus en fait, qui coûtent moins cher parce qu'ils ne cassent pas. Mais pour ce faire, il a eu besoin d'explorer en fait, la sphère à laquelle il répondait. Super. Alors, donc, si on peut retenir une chose, c'est qu'on pense, en fait, on doit penser à l'effet qu'on produit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vend un objet, mais en fait, il faut penser à tous les effets qu'on produit et mettre en avant tous ces effets qu'on produit. Ça peut être un peu une des solutions qu'on peut déjà donner au public qui se dirait comment je peux faire ça dans mon entreprise. Ouais, je vais être punk. Faut penser spirituel. Oui, alors ça, on ira après, parce que vous avez une phrase. Mais que je garde pour après. Peut-être pour prendre un exemple très concret, Nespresso, vous avez une externalité négative qui est la capsule. Donc
donc ça, il faut la gérer, il faut Ah la bon recycler. Chez Nespresso, il y a ça? Et vous avez une externalité positive qui est le marc de café, qui est un des meilleurs engrais qu'on puisse connaître, notamment pour faire pousser les champignons. Donc voilà, quand on parle d'externalité, côté négatif et positif, c'est comment j'intègre ça dès le début de la conception de mon modèle. Alors Hélène Valade, justement, vous êtes présidente de la plateforme nationale de la RSE, et puis bon, Suez, bien entendu, qui lui traite des déchets et qui doit normalement en traiter le moins possible. Donc après, comment on trouve une rentabilité dans tout ça, mais surtout, comment on pense au changement, quoi, aujourd'hui? Vous qui avez une vision nationale des choses. Bon, alors merci Philippe. Je vais parler en tant que Suez. Oui, la question que vous posez, elle est pas simple. Hein. Qu'est-ce qu'on sera dans 3-4 ans? Et pour éclairer ça, je vais vous donner 2 anecdotes qui, moi, m'ont beaucoup marqué. La première que reprend souvent Pascal Canfin, qui est de se rappeler qu'au début du XXe siècle, il y avait plein de personnes qui faisaient des exercices de prospective et qui s'interrogeaient sur le principal risque dans les 30 années qui allaient venir. Et ce principal risque qui a été identifié à l'époque, c'était le crottin de cheval qui allait être absolument partout dans toutes les villes de France. D'accord ? 20 ans après, c'était les voitures qui étaient présentes. Bon, donc, petite difficulté à penser l'anticipation. Second exemple qui va exactement dans le même sens, mais qui pose aussi la question d'où penser le changement. Kodak, on est là à la convergence des années 70-80, qui a inventé l'image numérique, donc qui allait révolutionner littéralement, évidemment, le métier de la photographie. Les dirigeants de Kodak, qui par ailleurs étaient confrontés à des difficultés économiques et financières, se sont dit qu'il fallait d'abord qu'ils assurent le business as usual avant de se lancer dans la mise sur le marché d'une innovation. Et donc, ils ont renoncé à ce qui allait être le succès que vous connaissez. Bon. Donc, c'est pas simple à la fois d'être dans la prévision, d'être dans la prospective et de savoir d'où l'on pense cette transformation si nécessaire dont tout le monde a parlé ce matin au regard des enjeux qui sont les nôtres. Alors, moi, par rapport à ça, j'ai envie de vous parler de ce qu'on a fait à Suez. Évidemment, ça n'est pas une réponse automatiquement absolue, mais ça peut peut-être faire réfléchir et j'espère en tout cas que ça marchera. Première chose qui est importante, quand on s'engage comme ça dans des politiques de transformation, c'est de se poser la question du sens de cette transformation. Moi, je suis absolument frappée par la rapidité, évidemment, avec lesquelles les choses vont, par le besoin de repères de sens que nous avons tous, y compris évidemment les salariés qui sont dans vos entreprises, dans les nôtres. Et donc, comment réfléchir avec ces salariés sur là où nous voulons aller. C'est un peu ce qu'on a fait à Suez et ça nous a permis d'atterrir sur un positionnement qui est bien plus qu'un positionnement, qui est un driver au fond de notre transformation et qui consiste à dire, et je vous remercie de l'avoir presque anticipé, qui consiste à dire il faut que nous fassions la révolution de la ressource, parce que je partage complètement votre analyse. Le principal défi, quand on additionne l'augmentation de la population démographique mondiale et les conséquences du réchauffement climatique, c'est la raréfaction de la ressource. Donc vous avez parlé du pétrole, des métaux rares, etc. Moi, j'ajoute l'eau. L'eau qui est une ressource dont on a tous besoin pour notre développement et dont vous savez qu'elle est en train de se raréfier, y compris en France, tout ça étant exacerbé bien sûr par les conséquences du réchauffement climatique. Donc voilà, on s'est dit à Suez, et c'est quelque chose qui a accompagné d'ailleurs notre changement de marque pour être une marque unique, qu'il fallait qu'on soit tous acteurs de cette révolution de la ressource. Alors, ça ne va pas dire qu'il y aura un grand soir révolutionnaire de la ressource, mais ça veut dire en tout cas que toutes nos actions sont guidées par cela. Et évidemment, on les détaille en disant que cette révolution, il faut qu'elle soit à la fois, et je vais reprendre des mots qui ont été utilisés par mes collègues, à la fois circulaire, concrète et collaborative. Alors, je m'attarde un tout petit instant sur ces 3 mots parce qu'ils sont vraiment au cœur de ce que nous sommes en train de faire. Ils sont au fond d'ailleurs 100% RSE, développement durable, ce mode d'action que nous avons mis au point. Par rapport à cette raréfaction de la ressource, l'innovation, elle viendra évidemment d'abord du modèle économique. Et l'économie circulaire, de ce point de vue, elle offre des perspectives qui sont extraordinaires, justement parce qu'elles permettent d'envisager de continuer à croître tout en consommant moins de ressources. C'est ce que vous avez dit, je le formule autrement, mais je pense que c'est vraiment ça. Bon. Et ça, c'est capital. Mais
dans la réalité des choses, c'est pas aussi commode que ça, parce que des boucles d'économie circulaire qui tiennent la route, ça veut dire effectivement des boucles locales avec des acteurs qui n'ont pas automatiquement l'habitude de travailler ensemble. Ça veut dire surtout un modèle qui est capable de mettre un prix sur les choses qui vont pas bien. Quand on pollue la ressource, quand on émet des gaz à effet de serre, comment peut-on lui donner un prix, justement, pour l'éviter, ou en tout cas pour promouvoir des solutions qui permettent de l'éviter. C'est toute notre histoire en ce moment, et c'est pour ça d'ailleurs que nous plaidons pour un prix crédible au carbone. Donc voilà, ce modèle de l'économie circulaire, moi je reste très modeste là-dessus, parce qu'on peut en faire des grandes théories, etc. Il n'est pas simple à mettre en œuvre, il passe par tout un tas d'expérimentations, et je salue d'ailleurs les expérimentations que nous faisons ici même à Marseille avec un certain nombre d'acteurs que vous représentez. C'est d'ailleurs grâce à toutes ces expérimentations qu'on finira vraiment par faire émerger un modèle qui pourra être déployé à beaucoup plus grande échelle. Deuxième chose concrète, c'est évident que cette révolution qu'on appelle tous de nos voeux, finalement, il faut qu'elle se traduise par des solutions technologiques qui soient extrêmement concrètes. Et là, tout ce qui est en train de se passer autour de ce qu'on appelle l'économie du smart, qui se traduit concrètement par l'idée, au fond, de mettre des capteurs, donc de mettre de la donnée un peu partout, est en tant que tel révolutionnaire pour cette dimension de la protection de la ressource, que ce soit des capteurs sur des bennes d'ordures qui permettent d'ajuster le recyclage qu'il y a derrière en fonction des volumes qui sont ainsi identifiés, ou que ce soit des capteurs sur les réseaux d'eau qui sont dans votre ville, de manière justement à faire en sorte qu'il y ait moins de fuites, donc plus de protection de la ressource, et à ajuster aussi au plus près de votre consommation la consommation énergétique. Voilà, donc des solutions technologiques derrière qui elles aussi sont en train d'exploser. Et puis je terminerai par là, parce que c'est ça qui me tient plus à cœur, cette révolution de la ressource telle qu'on l'a définie à Suez, il faut qu'elle soit, je reprends ton mot, mais c'était le nôtre, collaborative. Alors ça, c'est un très beau mot, derrière lequel on met pas mal de choses à Suez. Surtout qu'en France, a priori, collaboratif, c'est pas trop nos habitudes, quoi. Exactement. Et ça, c'est une vraie révolution culturelle. Et là aussi, c'est pas simple, mais c'est une vraie révolution culturelle. Collaboratif, ça veut dire quoi chez nous? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord que les nouvelles idées, cette transformation, elle viendra de nos salariés. Et la capacité que nous avons à faire reposer des programmes d'innovation, de recherche sur les idées des salariés, elle est assez extraordinaire. Elle donne du sens, comme je le disais tout à l'heure, et elle permet de faire passer du concept de responsabilité, RSE, au sujet de la responsabilisation. Et moi, on croit beaucoup, on est absolument convaincu que la révolution aussi managériale qui accompagne tout ça est une révolution, au fond, qui rend les personnes responsables et donc dont les idées sont à écouter et éventuellement à mettre en œuvre, et ça, c'est capital. Collaboratif aussi, j'avais beaucoup insisté l'année dernière et je suis contente de l'avoir fait. Collaboratif au sens que les enjeux sont tellement énormes qu'on n'y arrivera pas seul, nous les entreprises, mais qu'on y arrivera avec les acteurs qui malheureusement ne sont plus là, mais en tout cas étaient là tout à l'heure, c'est-à-dire avec les institutions politiques et publiques. Ce lien entre privé et public, il est capital. Et pourquoi je vous dis que je suis contente d'en vous avoir parlé l'année dernière? Parce que c'était juste avant la COP21, et la COP21 a montré à quel point, et c'était d'ailleurs une première dans l'histoire des relations internationales sur le climat, c'est une première que de voir les États travailler avec les entreprises pour trouver des solutions. Et tout le mécanisme de la négociation a permis de cette co-construction qui a abouti d'ailleurs sur un accord qu'on peut saluer ici et qui rend compte de cette force du lien entre public et privé. Et ça, moi, et à Suez, on est absolument convaincus que c'est comme ça qu'on avancera. Collaboratif, enfin, parce que tout ce qui peut être fait en matière soit de recherche et d'innovation, soit même de co-construction des solutions, doit l'être et l'est de plus en plus avec soit les territoires, soit même le consommateur final, ou avec d'autres partenaires. Je prends un exemple de cela parce que
je pense que la responsabilité de l'entreprise, c'est justement aussi d'avoir une influence positive sur un certain nombre de sujets. On a créé à plusieurs entreprises, et je vous invite à nous rejoindre, une Business Alliance for Water, qui justement a été présentée au moment de la COP21 et qui permet de tous nous réunir, hein, tout ce monde qui est animé par la même volonté et de prendre des engagements sur la réduction de son empreinte, hein, l'empreinte dans vos PME, dans d'autres organisations, de son empreinte sur l'eau. Voilà. Et je pense que c'est comme cela que l'on finira par vraiment savoir un peu plus ce qu'on sera dans 3-4 ans. En tout cas, nous, on est convaincus que c'est comme ça qu'on peut avancer, c'est-à-dire avec vous, avec des partenaires, et en arrêtant de cliver les univers. Alors, l'aspect collaboratif, chez Camif, on a beaucoup joué là-dessus, mais on revient un tout petit peu en arrière parce qu'on a parlé de ressources, on a parlé d'externalités positives avec le marc de café et puis la capsule. Alors, Arnaud Deschamps, vous êtes directeur général de Nespresso. Comment vous pensez le changement et justement, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que, en fait, votre entreprise, elle est en pleine croissance. Donc, quelque part, avoir un impact environnemental ou un impact social positif, ce n'est pas forcément votre première priorité, puisque tout fonctionne. Donc avant, vous ne recycliez pas vos capsules, ça marchait, et là, d'un coup, vous avez décidé de les recycler. Donc c'est quoi qui a fait ce changement? Voilà, si, ça fait partie de nos préoccupations essentielles. Et alors, je voudrais revenir quand même sur le démarrage entre la RSE et Nespresso, en fait, parce que donc on est une jeune société, on existe depuis 1986-1991 en France, mais il y a à peu près 12 ans, en fait, on s'est rendu compte que... Alors, juste un petit mot sur le café. On boit énormément de café en France, on en boit 40 milliards de tasses par an, c'est un produit culturel, on en boit depuis le XVIIe siècle, et la qualité du café n'a cessé de baisser. Et nous, on est venu sur un modèle de disruption de marché en disant, nous, ce qu'on propose, c'est de consommer du café comme du vin, et pas comme de l'eau. Il y a 900 arômes volatiles dans le café, il y en a 600 dans le vin, donc autant vous dire que vous pouvez prendre autant de plaisir à boire du bon café qu'à boire du vin. Et donc on est venu avec cette disruption de marché en disant, nous, ce qu'on veut proposer, contrairement au trend global, c'est de dire, on veut proposer un café de la plus haute qualité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près 12-13 ans, on s'est rendu compte que le café qu'on achetait à des négociants, en fait, on n'en aurait pas assez pour assurer notre développement économique. On s'est rendu compte en croisant notre courbe de supply et de demande qu'en fait, on n'en aurait pas assez et qu'on ne pourrait pas assurer le développement économique de l'entreprise. Et donc, du coup, on s'est dit, comment on fait pour avoir plus de ce café-là? Il n'y a que 1% de la production mondiale de café qu'on peut acheter, qui correspond à nos profils aromatiques et à nos critères de qualité. Donc, il y a 99% du café qui est produit sur la planète qu'on ne considère pas acheté pour Nespresso. Et donc, on s'est dit, comment ce 1% peut devenir 2%, 3%? Et pour ça, il a fallu qu'on commence à aller vraiment sur le terrain, à rentrer en contact direct avec les fermiers et essayer de comprendre comment leur modèle économique fonctionnait, comment ils gagnaient de l'argent et comment on pouvait travailler différemment avec les négociants. Donc c'est toute une philosophie, ça veut dire qu'en fait la rareté de la ressource vous a poussé à vous dire il faut la préserver et comment on peut la préserver. Et on s'est rendu compte de plusieurs choses, et le plus important peut-être, c'est que les fermiers n'allaient pas transmettre leur ferme à leurs enfants, parce qu'ils voulaient un autre monde pour leurs enfants. Et que ce qu'ils transmettaient, c'était un business dans lequel ils ne gagnaient pas d'argent, qui ne faisait pas vivre leur communauté, et avec des écosystèmes complètement dégradés, voire dévastés. Et donc tout l'enjeu pour nous, ça a été de venir sur le terrain, de leur donner une assistance technique, de les former, et de faire en sorte qu'on puisse restaurer les écosystèmes, parce qu'on pense qu'en restaurant les écosystèmes, on améliore la qualité du café, et faire en sorte qu'ils gagnent plus d'argent. Donc pour ça, déjà, nous, on l'achète plus cher. On achète notre café 40% plus cher que le cours du café. On s'est assuré avec nos négociants que 75% de ce qu'on versait allait dans la poche du fermier. Et on n'a fait que travailler sur comment faire pour améliorer leur système, leur système de rendement. Mais est-ce que votre café est vendu 40% plus cher? Ah oui. D'accord, donc vous l'achetez 40% plus cher, mais vous le répercutez sur le prix. On le vend plus cher parce qu'il est meilleur, enfin ce qu'on pense en tous les cas. Et on fait ce qu'il faut sur le terrain pour qu'il soit meilleur. Alors, quelques exemples, comment on fait pour améliorer le niveau de vie des caféiculteurs. Il y a plein de façons de faire. Une chose toute simple, par exemple, et dans chaque pays, on a des enjeux différents. Prenons le cas du Costa Rica, par exemple. Au Costa Rica,
on s'est rendu compte que les caféiculteurs ils mettaient trop d'engrais et trop de pesticides. Donc, si vous prenez les engrais, par exemple, et les pesticides, vous avez quasiment 50% du coût de production des fermiers. Qu'est-ce qu'ils font? C'est que de temps en temps, en fait, quand ils ont des arbres qui produisent plus, en fait, au lieu, par exemple, de les changer, en fait, de planter des nouveaux arbres, ils vont les doper. Et donc, pour ça, ils vont emprunter de l'argent pour mettre plus d'engrais et ils vont dégrader leurs écosystèmes, dégrader leurs ressources naturelles. Et de toute façon, il faudra replanter. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est sur le terrain, on leur fait des analyses de sol, on leur dit, ici, il va falloir replanter. Donc, on leur fournit des arbres pour qu'ils puissent replanter. Et ce qui évite de mettre trop d'engrais, et ce qui évite aussi surtout qu'un jour, le banquier à qui ils ont emprunté de l'argent pour acheter l'engrais leur dise « au fait, votre ferme, elle est à moi ». Donc en fait, on travaille sur ça, on travaille sur les ressources en eau. En Colombie, on travaille sur le fait que, en fait, historiquement, dans chaque ferme en Colombie, ils dépulpent les cerises de café dans la ferme. Sauf qu'ils n'ont pas de système de retraitement d'eau, et quand ils enlèvent la pulpe, toute la caféine qui est dans l'eau, elle part dans la nature et elle détruit tous les écosystèmes. Donc nous, on travaille en permanence sur ça. Aujourd'hui, on a 300 agronomes qui vivent avec les fermiers, un peu partout dans le monde. On a monté un système de retraite pour les fermiers colombiens en pilote qu'on espère étendre, parce que c'est pas comme en France. Les fermiers colombiens qui plantent du café, ils n'ont pas de retraite, donc ils travaillent jusqu'à ce qu'ils meurent. Et donc ils ne donneront pas leur ferme à leurs enfants dans des conditions sociales de ce type-là. Donc on a mis en place avec Fairtrade International un premier programme comme ça, et on travaille avec énormément d'universités, d'ONG, avec Rainforest Alliance depuis 12 ans, avec Fairtrade International. Et on essaye de faire en sorte que ces gens-là puissent améliorer la qualité du café pour pouvoir vous le servir à vous dans de bonnes conditions. Une chose qui est aussi très importante, c'est que pour restaurer les écosystèmes, on a lancé un grand programme d'agroforesterie et on s'est rendu compte que le caféier, c'était... Alors je ne sais pas si vous avez des images en tête de champs de café, mais souvent on les voit plutôt comme des vignes, en fait, il n'y a pas d'arbres. Or le caféier, c'est une essence forestière et on a décidé de le remettre dans les forêts. Donc on plante des arbres dans nos plantations, parce que ça a plein de vertus, en fait, les arbres. Ça amène de l'azote dans les sols, ça amène sur des essences rapides des bois de chauffage, ou des bois précieux qui poussent plus lentement, ou des cultures fruitières. Surtout, on fait ce qu'on appelle du shade management, c'est-à-dire qu'on fait pousser notre café à l'ombre du soleil, ce qui fait qu'on bénéficie de la chaleur pour améliorer la qualité, mais les cerises de café ne sont pas brûlées par le soleil. L'autre avantage de ça, c'est qu'évidemment, nous, en plantant des arbres dans nos plantations de café, on offset notre empreinte carbone. Donc c'est excessivement bénéfique, en fait. Donc voilà, en quelques mots, alors je peux vous en parler pendant des heures si les gens intéressés sur ce qu'on fait en matière de café. Juste encore une fois, peut-être pour vous donner un peu des cas extrêmes. On a relancé le café, la production de café au Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, c'est le berceau du café, à la fois de l'arabica et du robusta. Et à cause de la guerre civile, là-bas, en fait, on ne produit plus rien. Enfin, le café pousse à l'état sauvage. On a réinvesti les lieux il y a quelques années. Et là, quand on parle de nouveau modèle économique, et on a tout recréé de A à Z. On a remis les fermiers au travail, on a recréé des moulins pour dépulper les cerises de café, on a créé des certificats pour qu'ils puissent exporter via l'Ouganda. Le café Nespresso au Sud-Soudan, c'est la première exportation de café officielle en dehors du pétrole du Sud-Soudan. Et on a eu notre première récolte l'année dernière, qu'on a eu la chance de vendre exclusivement en France. Et là, encore une fois, soit ça fonctionne, il y a une stabilité politique et la RSE va nous fournir une nouvelle source de croissance pour l'entreprise, un nouvel approvisionnement, soit la stabilité économique ne sera pas là, la RSE ne fonctionnera pas en ce qui nous concerne et on n'aura pas cette source d'approvisionnement. Alors, la capsule. Alors déjà, je vais vous dire une chose, parce que vous ne le savez sûrement pas, mais la capsule... Parce que ce qui est intéressant chez Nespresso, je vous l'ai dit, moi je l'ai écouté, je ne le connaissais pas, c'est que quand ils font quelque chose, a priori, au départ, il y a une problématique, mais ils la traitent jusqu'au bout. Et le cas de la capsule est exactement ça. Ils pourraient se contenter simplement de la recycler, mais ils ont carrément tout créé. Ouais. Bon, l'idée, de toute façon, si on fait de la RSE, c'est forcément un changement systémique. Ça ne peut pas être un bout de l'entreprise et pas l'autre. Donc nous, on a décidé de tout traiter. Donc prenons la capsule. D'abord, vous devez savoir que quand vous consommez un café Nespresso, vous ne consommez pas plus de ressources que quand vous buvez un café filtre. Et là, il y a toutes les études qui sont publiques, qui sont sur le marché, pas financées par Nespresso. Elles sont disponibles. Certains d'entre vous sont intéressés, je pourrais vous les fournir. Donc déjà, alors on consomme des ressources, certes, mais pas les mêmes. On consomme moins de café, on consomme moins d'eau, on consomme moins d'électricité. En revanche, on utilise de l'aluminium. Et l'aluminium, même si on n'a pas un bilan carbone qui est moins bon que celui du filtre, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le recycler, puisqu'il est recyclable à l'infini.
Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est... Moi, je suis arrivé... j'ai repris la tête du marché français en 2008. Avant, je travaillais chez Nespresso International et on ne recyclait pas du tout. Donc, on s'est dit, comment on peut faire pour recycler? Parce qu'on avait des demandes. Les gens, à juste titre, disaient, mais pourquoi on ne peut pas recycler la capsule? Donc, on s'est débrouillé tout seul. On a mis en place des points de collecte dans des points relais. On a équipé des déchetteries, on travaille avec la Poste, les facteurs en entreprise. Quand ils amènent le courrier, ils peuvent ramener les capsules. Enfin, on a mis en place tout un tas de systèmes. Et aujourd'hui, on a plus de 6000 points de collecte en France où vous pouvez déposer vos capsules. Ces capsules, on les massifie à Rungis, aux mines de Rungis, là, et puis on sépare l'aluminium du marc de café. L'aluminium, au départ, on le revendait. Après, on en a fait des flancs pour les machines. Et puis maintenant, on arrive à refaire des capsules avec des capsules. Et le marc de café, alors là, effectivement, c'est un engrais, mais c'est plein d'autres choses. On en fait des briquettes, vous savez, pour les barbecues. On fait aussi un truc intéressant. On dépollue des eaux, en fait, parce que à côté, comme on est à Rungis, à côté d'Orly, quand on dégivre les avions, en fait, on met de l'eau avec du glycol. Et cette eau avec le glycol, on la met dans des bassins filtrants. Avec le marc du café, on fait pousser des plantes. Et en faisant ça, on dépollue des eaux. Donc, juste des exemples de ce qu'on peut faire avec le marc de café. Mais depuis le départ, je suis convaincu qu'on n'arrivera jamais à avoir des taux de recyclage importants parce qu'il faut demander un effort qui est trop important pour le consommateur. Il faut qu'il prenne son sac de recyclage Nespresso, mette ses capsules, les emmener en point relais. Alors Dieu merci, il y a beaucoup de gens qui le font et je les remercie. Et s'il y en a là, merci pour votre geste. D'ailleurs, on vous attend avec des sacs en plastique dehors. Chacun est arrivé avec sa petite cargaison. Mais depuis le départ, je sais qu'il faut qu'on soit recyclé dans la poubelle jaune. Il faut faciliter le geste de tri de nos consommateurs et de nos concitoyens. Il faut que ça soit le plus simple possible puis on va avoir des résultats. Alors, je suis allé, je comprenais pas pourquoi on pouvait pas mettre l'aluminium dans les poubelles jaunes. Alors, je suis allé à Sarcelles visiter un centre de tri et j'essaie de comprendre comment ça marchait. Alors, je sais pas si vous avez déjà été à un centre de tri de la poubelle jaune, mais en gros, votre sac, il arrive. Alors, elle n'est pas jaune partout. Je sais pas comment elle est à Marseille. Mais... Elle est jaune? Non. D'accord, donc la poubelle jaune. Donc, du coup, je peux continuer. Alors, elle est déchirée, elle passe dans un trommel, c'est comme un gros tambour de machine à laver avec des mailles, et tout ce qui est plus petit que 7 cm de diamètre, à peu près, donc la taille d'un pot de yaourt, c'est pas recyclé. Quel que soit le matériau. D'accord ? Donc, en mettant ma capsule, moi, dans la poubelle jaune, elle tombe dans ce trommel, et après, imaginez tous ces déchets qui sont sur un tapis roulant, et qui descendent, là, qui n'ont pas passé le tri dimensionnel, et qui vont être enfouis ou incinérés. Alors, en France, c'est 50-50 suivant les régions. Donc, moi, je ne pouvais pas recycler... mes capsules. Donc je discutais avec des opérateurs là, et je dis mais je fais comment? Et il y en a un, il me dit mais on peut faire du surtri sur ce qu'ils appellent les refus fins là, ou les fines, hein, donc tout ce qui n'est pas trié. Et le surtri en fait ce serait de mettre une machine à courant de Foucault. Dans les machines à courant de Foucault, c'est les mêmes courants qu'il y a dans les plaques à induction. Elle permet d'éjecter tous les métaux non ferreux, principalement cuivre, aluminium, mais dans les déchets d'emballage ménager, c'est de l'aluminium. Mais avant ça, il faut mettre un électroaimant pour enlever les métaux ferreux. Donc j'ai ça en tête, je vois la chaîne, hein, mes déchets qui descendent, les électroaimants pour enlever les métaux ferreux, et puis après la machine à courant de Foucault pour les métaux non ferreux. Et là, je me rends compte qu'il faudrait qu'on ait cet équipement dans tous les centres de tri en France. Et que mon nouveau combat, ça va être de faire en sorte qu'un jour, tous les centres de tri soient équipés de ça. Parce que le jour où ça sera fait, eh ben, on n'enfouira plus, on n'incinérera plus de métaux en France. Et donc mon combat, il est passé de je dois recycler ma capsule à comment je fais, moi, Nespresso, pour faire en sorte qu'on ne puisse plus jamais enfouir ou incinérer des métaux en France. Et là, c'est ce que je fais depuis 8 ans. Et là, on est obligé d'aller sur du collaboratif. Et là, on a créé un club, le CELA, le club des emballages légers en aluminium, en acier, avec des opérateurs de centres de tri, avec Éco-Emballage, avec l'ADEME, avec tous les gens qui voulaient participer à recréer finalement cette filière des métaux. Et depuis 8 ans ou 7 ans, on fait des expérimentations. Alors les premières machines, c'est moi qui les ai achetées. Du coup, on les a mis dans des centres de tri qui voulaient être pilotes. On en a une dans les Alpes-Maritimes d'ailleurs, pas loin d'ici. Et puis après, on a prouvé que c'était écologiquement viable et économiquement rentable. Et maintenant, on a signé un partenariat avec Éco-Emballage, avec l'Association des maires de France, et on est en train de déployer ça. Alors malheureusement, et c'est aussi pour ça que je suis là, à Marseille, peut-être certains d'entre vous peuvent m'aider, mais c'est pas dans les plans. On va arriver à faire Paris avant Marseille, ce qui est quand même dommage. Justement, je crois qu'il y a une petite rencontre qui est prévue entre Hélène Valade et vous-même, justement pour voir déjà comment ça peut se faire. Mais c'est quand même très intéressant parce que simplement là, dans votre belle région, enfin région élargie, dans les Alpes-Maritimes aujourd'hui, dans une grande partie, on peut recycler tous les métaux grâce à ces courants de Foucault qu'on a achetés. Dans le Var, c'est le cas. Ça va être le cas dans le Gard, ça va être le cas dans les Pyrénées-Orientales. Donc on est vraiment en train d'étendre. À la fin de l'année, on aura quand même 9 millions d'habitants en France qui pourront mettre leurs capsules et tous les métaux, enfin tous tes objets, les couvercles de pots de yaourt, les bougies chauffe-plat, tout ce qui contient du métal, les pommes-potes, vous savez, ces gourdes dans lesquelles qui sont des mélanges de plastique et d'aluminium. On a trouvé comment les recycler avec de la pyrolyse.
alors qu'avant, on ne savait pas comment les recycler. Du coup, Coca est venu avec nous aussi dans notre club, Materne, etc. Donc on est en train de créer un mouvement, et dans quelques années, je vous assure, et y compris à Marseille, on n'enfouira plus, on n'incinérera plus de métaux. Alors, Emmerich Aquila, vous êtes l'ange et le diable. Vous êtes l'ange parce que vous avez repris une entreprise en 2009, la Camif, qui existait depuis 1945, je crois, et qui fait de l'équipement maison, mais sur Internet. C'est pour ça qu'il y a le côté diable, parce que tout ce qui est sur Internet tue de l'emploi a priori. Vous voulez être, certes, dépasser même Ikea d'ici 20 ans, mais Ikea a créé de l'emploi. Vous êtes sur un site Internet, est-ce que vous allez créer de l'emploi? Voilà, donc comment on porte ce statut d'ange et de diable? Merci pour l'introduction. D'abord, je suis très content, j'ai trouvé un lien avec mon voisin. On vend sur camif.fr des poufs en sacs de toile de jute de café recyclés, qui sont fabriqués en France, à Erdre. Voilà. J'étais content de trouver un lien avec Nespresso. Bon. Alors, voilà pour l'ange. Je suis un entrepreneur, donc un ange, forcément. J'ai créé ma société il y a 21 ans. On a été les premiers à vendre de la literie sur Internet en France. Et puis, il y a 7 ans, j'ai décidé de me lancer dans une aventure, celle de la relance de la Camif. Alors, la Camif, je pense que certains d'entre vous la connaissent. C'était la coopérative des adhérents aux mutuelles des instituteurs de France, créée en 1947 par des instituteurs, qui s'est développée sur un modèle de vente par correspondance avec un gros catalogue qu'on a tous, pour beaucoup, connu. Et elle a connu des difficultés au point de disparaître fin octobre 2008. Et là, à ce moment-là, je me suis dit... D'abord, c'est un véritable gâchis parce que c'est une très belle marque et elle bénéficie à la fois d'un fort attachement de ses clients historiques de la Camif, puis également elle est porteuse de sens. Et que j'ai pensé qu'en associant mon énergie d'entrepreneur à cette belle marque, on pouvait redonner du sens à ce projet et rebâtir une nouvelle entreprise, un nouveau modèle. Alors à ce moment-là, j'ai décidé de quitter Paris et de m'installer à Niort. Donc je salue ma femme, non pas parce que c'est la journée de la femme, mais parce qu'elle m'a suivi dans cette aventure. Et quand je suis rentré à la maison en disant on part à Niort, voilà, c'était un peu comme ça dans la salle. On a vu bienvenue chez les Ch'tis. Voilà. Niort est entre Poitiers et La Rochelle, pour ceux qui ne se situent pas. Voilà. Au-dessus d'Avignon. Voilà. Et à ce moment-là, c'était un pari complètement fou. Et je crois qu'on n'aurait pas réussi si on n'avait pas directement inscrit au cœur du projet le fait d'avoir un projet qui a un impact positif vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes qui avaient souffert de la chute de la Camif. Et pour en oublier aucune, on utilise aujourd'hui notre célèbre acronyme de la Camif. Donc, pour résumer nos 5 parties prenantes essentielles, le C, c'est d'abord la partie prenante la plus importante, nos clients. Quelle était la bonne nouvelle de relancer la Camif pour les clients de la Camif historique? Le A, c'est les actionnaires. Le M, c'est le monde qui entoure l'entreprise, donc son territoire. On a décidé et on a pris l'engagement de venir relancer la Camif à Niort, dans son berceau historique, d'y recréer des emplois. Il y avait 568 personnes qui ont perdu leur job du jour au lendemain à la suite de la chute de la Camif. Nous, on a décidé d'y installer notre siège social, mais également notre centre de relations clients. Et aujourd'hui, on a contribué à recréer 184 emplois en relançant la Camif avec ses fournisseurs. Donc ça, c'est le F de la Camif. Le I, c'est intérieur. Le I, c'est donc les collaborateurs. Et le F, c'est les fournisseurs. Et là aussi, ça a été un grand moment de solitude parce que je me suis retrouvé dans une salle un peu comme ça, avec 300 fournisseurs qui avaient tous perdu de l'argent et à qui je dis « on relance la Camif ». Voilà, ils ont fait comme ma femme tout à l'heure et comme vous là. Et je crois que si on a réussi, c'est parce qu'on s'est attaché à ce que notre projet puisse être perçu de manière positive et qu'il puisse avoir un impact sur l'ensemble des enjeux du développement durable. Un impact économique, mais aussi social, sociétal et environnemental. Donc on est revenu aux fondamentaux de pourquoi les clients achetaient à la Camif et on a recentré l'offre sur l'équipement de la maison uniquement et sur un parti pris très fort sur la qualité des produits. Les gens faisaient confiance à la Camif parce qu'ils y trouvaient un produit de qualité qui allait durer dans le temps. Donc on a beaucoup nettoyé l'offre et on a misé dès 2009 sur la fabrication française et le développement durable.
Alors, c'était avant qu'on ait un ministre qui porte la marinière. L'intuition derrière la fabrication française, qui représente aujourd'hui 70% de notre chiffre d'affaires, c'est qu'on a beaucoup d'instituteurs dans la base des clients historiques qui sont très attachés à la langue française. Dès qu'on fait une faute d'orthographe sur le site, dans le quart d'heure, on a les emails pour nous rappeler la bonne orthographe. Et donc l'intuition, c'est de dire s'ils sont si attachés à la langue française, ils le sont aussi à ce qui fait nos savoir-faire, notre patrimoine dans nos entreprises, sur nos territoires. Du coup, on a misé sur cette fabrication française et ça nous a permis de repartir de zéro, puisque c'est vraiment de zéro qu'on est reparti, mais avec un positionnement qui faisait du sens parce qu'il répondait aux attentes des clients historiques et qui était très fort parce que très différenciant de ce qu'on pouvait trouver sur le marché. Et quand aujourd'hui on vend exclusivement sur Internet, puisque c'est le choix qu'on a fait, on est confronté à des vendeurs qui sont beaucoup plus diaboliques que nous, Amazon, voilà, des gens, voilà. Et donc la concurrence est féroce. Donc si on n'a pas une marque forte et un positionnement, une proposition de valeur qui est très forte, je crois qu'on n'a aucune chance. Alors on a remis sur pied tout un modèle d'organisation et mon obsession, c'était de construire une entreprise qui soit la plus agile possible pour pouvoir relever tous les défis qu'il y avait à relever. Et on est dans un monde qui est le numérique, qui bouge très très vite, on est bien placé pour le savoir, et en plus qui s'accélère. Et donc la conviction, c'était que si on voulait réussir, il fallait qu'on soit très concentré sur notre cœur de métier, puis qu'on aille chercher des partenaires, des prestataires, à qui on allait demander le même niveau d'engagement que celui qu'on a pris, notamment nous, sur le territoire. Par exemple, notre centre de relations clients, on l'a externalisé, mais on a demandé à notre partenaire d'ouvrir à Niort. Et c'est comme ça qu'on a relancé la Camif, avec une entreprise que je qualifie aujourd'hui de AAA. Elle est audacieuse, elle est attentive à l'ensemble de ses parties prenantes et à avoir un impact positif pour ses parties prenantes, et elle est agile. Et elle fait 20% de croissance, je crois. Oui, alors elle fait 20% de croissance moyenne depuis 7 ans. On est sur un marché qui est plutôt stable ou en légère décroissance, donc c'est une vraie surperformance. Et ça, on le doit notamment à notre innovation. Je pense qu'aujourd'hui, sur le marché, on est une des entreprises les plus innovantes de notre secteur. Je vais vous donner quelques exemples. On a lancé il y a 4 ans une innovation qui s'appelle la consolocalisation, qui permet sur camif.fr aux internautes de choisir leurs produits en fonction du lieu de fabrication. Vous cherchez une table, un canapé, une chaise, un bureau. Vous allez découvrir qu'à côté de chez vous, vous avez encore des fabricants en France qui fabriquent le produit. Vous allez donc pouvoir utiliser votre pouvoir d'achat pour favoriser l'emploi local et également faire beaucoup moins de kilomètres aux produits. Donc ça fonctionne. Une des autres particularités de la Camif, c'est qu'on a une organisation extrêmement collaborative et l'idée, c'est d'engager toutes les parties prenantes dans le succès de l'entreprise. Je vais vous donner un autre exemple. On a lancé il y a 2 ans un tour du Made in France, qui est un événement qui nous occupe pendant 1 mois. C'est très enrichissant parce qu'en fait, pendant 1 mois, on invite nos clients à la rencontre de nos fabricants. Donc l'année dernière, on a visité 12 de nos fabricants avec 250 clients de la Camif et on a 70% des gens de l'entreprise qui ont participé à au moins une étape du tour. Qu'est-ce qu'on y fait pendant cet événement-là ? On découvre tous les savoir-faire qui se cachent derrière les produits, tous les métiers qui se cachent derrière ces produits qu'on consomme. Donc on comprend mieux pourquoi on va acheter un produit de qualité, qu'est-ce que ça veut dire la qualité. On déjeune ensemble, ça crée du lien, et je crois que là aussi, c'est pas parce qu'on est dans le numérique, c'est d'ailleurs justement parce qu'on est dans le numérique qu'il faut créer du lien, et je pense qu'une partie de la mission de l'entreprise, c'est de renouer ce lien entre le producteur et le consommateur, qui s'est totalement perdu avec l'essor de la grande distribution. Et l'après-midi, on fait des ateliers créatifs où on fait travailler ensemble des ouvriers, des clients de la Camif et des collaborateurs, et on les fait imaginer les produits de demain. Et là, ça donne des résultats qui sont assez spectaculaires. L'année dernière, on a par exemple, comme ça, autour du Made in France, lancé le Saint-Loup, qui est un petit bureau connecté. C'est le premier bureau connecté Made in France. Il s'appelle le Saint-Loup parce qu'il a été imaginé à Saint-Loup-sur-Semouse, en Haute-Saône. Donc tous vos meubles vont avoir le nom de la localité où ils ont été créés. Oui, on pourrait, oui, ça pourrait être une bonne idée. Oui. D'accord. Oui, ben voilà, c'est ça, c'est plus facile que Kreuzensuxum. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit. Et donc le Saint-Loup, en décembre, ça a été notre best-seller sur le rayon bureau. Comme quoi, quand on associe des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et qu'on les fait réfléchir sur des problématiques sur lesquelles ils n'ont pas l'habitude de réfléchir, ça donne des résultats qui sont spectaculaires.
Alors, c'est très bien, justement. Ça, c'est le côté ange. Voilà. Maintenant, le côté diable, c'est super, mais voilà, vous voulez détrôner Ikea, par exemple, mais Ikea a créé je ne sais combien d'emplois. Et est-ce que vous, justement, avec votre modèle économique, voilà, qui est un site internet, parce que vous avez créé 187 emplois avec toutes les parties prenantes, mais la Camif elle-même, je crois que c'est 60 salariés. Ça remplacera jamais tous les emplois d'IKEA ou de tous les marchands d'ameublement. Donc on a envie que la Camif marche parce que elle achète français, elle innove, elle a un concept, elle a un PDG qui est dans le vent et qui a l'air vraiment de réfléchir à donner du sens à sa société. Mais en même temps, derrière, il y a la problématique de l'emploi, quoi. Alors, c'est une très bonne question que vous posez. Et nous, on pense qu'on est une entreprise non seulement qui a une mission, celle de développer une consommation plus responsable et de favoriser la production locale. Derrière la Camif, vous avez 90 fabricants français qui représentent 14 916 emplois. Et que plus vous commanderez à la Camif, plus on aura un impact positif pour notre environnement social, économique, sociétal et environnemental. Donc oui, on a un modèle qui est vertueux. C'est d'ailleurs pourquoi l'année dernière, on a été une des premières entreprises françaises à être labellisée B Corp. Alors, je ne sais pas si je peux parler un petit moment des B Corp. C'est un mouvement qui est né aux États-Unis, qui veut dire Benefit Corporation, qui a été créé en fait à l'initiative du fondateur de Ben & Jerry's, qui vendait des glaces, et un jour, il s'est fait attaquer par un de ses actionnaires parce qu'il avait soutenu une association locale, et l'actionnaire avait dit non, l'argent que vous avez mis dans cette association, il appartient à l'actionnaire et vous devez me le rembourser. Il a eu un procès pour ça. Et donc dans le pays du capitalisme à outrance, il s'est dit il y a un truc qui ne va pas. Il faut inventer un nouveau modèle ou une nouvelle forme d'entreprise parce que la conviction derrière ça, c'est que l'entreprise est un puissant levier de transformation de la société. Il a développé ce label qui s'appelle les Benefit Corporation. C'est ma tête de gondole, merci, c'est gentil, je fais ma pub en même temps. Et c'est devenu donc une démarche de certification. Aujourd'hui, ce label est présent dans 42 pays dans le monde. Il y a 1450 entreprises qui partagent cette vision qu'on peut concilier profit et impact positif. C'est une démarche de certification qui s'attache à mesurer, alors ça va au-delà de la RSE, ça s'attache à mesurer l'impact positif de votre modèle économique sur l'ensemble de vos parties prenantes et sur l'ensemble des enjeux extra-financiers. Alors, je vais vous passer quelques questions parce qu'on y a quand même passé du temps à ce questionnaire. C'est donc une certification, il y a un questionnaire, il faut répondre à 200 questions qui s'attache à mesurer l'impact positif de votre emploi, de votre modèle. Donc, par exemple, c'est où sont vos principaux fournisseurs? Est-ce qu'ils sont dans un rayon de 322 km de votre siège social? Alors, 322, ça doit tomber rond aux États-Unis, ça doit être en miles, quelque chose. Oui, nous, on a fait le calcul et on a juste remonté aux Américains qu'en France, c'était un petit pays, que nous, on était plutôt situé à l'ouest et pas loin de la mer et qu'on n'avait pas de fournisseurs dans l'eau. Mais on a quand même eu nos points. C'était la même chose sur les clients, c'est la même chose sur les banques. Par exemple, ils nous ont demandé où est votre argent? Est-ce que vous travaillez avec une banque locale? Notre première banque, nous, c'est le Crédit Coopératif à Niort. Donc on était tout fiers de ça, et puis lors de la certification, ils ont dit bah non, mais en fait, Crédit Coopératif, ils sont également dans d'autres régions, donc on ne peut pas considérer que c'est une banque locale. J'ai dû appeler mon banquier en lui disant prouvez-moi que notre argent sur notre compte, il est bien à Niort et il produit bien des intérêts positifs pour Niort. Voilà, donc ça va très loin, et c'est pourquoi je pense que plus vous commanderez à la Camif, mieux ce sera. Redoutable. Hélène Valade, justement, cette manière de penser l'entreprise, on a parlé d'externalité, mais voilà, est-ce qu'on doit penser le changement à l'intérieur de l'entreprise, à l'extérieur? Je sais qu'il y a une dualité dans les entreprises et qu'elles se posent beaucoup ces questions. Oui, c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure avec l'exemple de Kodak. Est-ce qu'on est en capacité de penser un nouveau modèle un peu en rupture, tout en assurant la pérennité du quotidien? Bon, ça, c'est une vraie question qu'on est tous en train de se poser. Et du coup, il y a plusieurs façons d'y répondre. Il y a une externalisation de la conception du modèle de rupture qui est exercée par certaines entreprises, c'est-à-dire qu'ils le confient, au fond,
à l'extérieur. Il y a, y compris chez des banques en ce moment, un mouvement extrêmement intéressant qui consiste à se dire il faut absolument qu'on se donne les moyens de penser le modèle de demain en restant à l'interne, mais du coup avec une forme d'isolation d'un groupe interne qui est affranchi d'impératifs de business et qui est dédié à la tâche d'inventer les choses de demain. Donc, c'est des labs qui sont internalisés dans un certain nombre d'entreprises. Et puis, il y a une troisième voie, plutôt celle qu'on a choisie nous, qui est de le faire là aussi en co-construction avec d'autres petites entreprises, notamment des start-up, et qui, par des voies plus expérimentales, est en train d'essayer de nouvelles façons de faire les choses. Je prends un exemple de cela. Vous moquiez tout à l'heure de ces entreprises qui cherchent à bien identifier leur Uber pour avancer. Bon, c'est un peu quand même ce qu'on a fait. Et c'est stimulant. C'est très stimulant. Et on voit notamment dans le métier des déchets. D'ailleurs, je tiens à dire au passage à mon collègue de Nespresso que les déchets, c'est pas soit de l'incinération, soit de la mise en décharge. Hein. C'est de la valorisation matière. Donc il y a tout un tas de... Parce que là, ça serait... Alors là, Ségolène Royal, si elle entendait ça, serait absolument furieuse. Non, c'est plus du tout ça. Hein. Pour toute cette chaîne des déchets, hein, on va aller chercher chez vous. On les emmène dans des centres de tri qui sont en train d'ailleurs d'être automatisés de plus en plus maintenant. Et puis, on les valorise, soit matière pour qu'ils soient réemployés, récupérés, soit de façon énergétique. On se rend bien compte, et d'ailleurs, il y avait des démonstrations ce matin ici même, qu'il y a un certain nombre d'acteurs, que vous incarnez peut-être certains d'entre vous, qui peuvent se situer soit en amont, soit en aval. C'est-à-dire, voilà, comment on va aider à récupérer les déchets chez les gens, ou comment on construit des plateformes numériques de réemploi, de réutilisation, etc. Bon. Au lieu de se dire « Oh là là, mais tout ça sont des concurrents, c'est épouvantable, qu'est-ce que je vais devenir hein ?» On se dit plutôt comment on peut embarquer des plateformes d'acteurs dans un modèle un peu novateur et qui permet de construire de nouvelles relations entre l'entreprise traditionnelle, qu'on peut du coup représenter dans certains cas, et le monde des PME qui se sont inscrits sur ce modèle numérique. Donc ça, je pense que voilà, c'est important de pouvoir expérimenter tout cela, et c'est un peu comme ça qu'on pense, nous, la transformation. Et je tiens d'ailleurs à remarquer que de ce point de vue-là, on est un peu plus aidé par l'État qui, peut-être en avez-vous entendu parler, est en train de mettre au point quelque chose qui s'appelle les Green Deal, qui nous vient un peu des Pays-Bas et qui permet aux entreprises de pouvoir, pendant un temps donné, lever un levier réglementaire ou un levier ou une contrainte réglementaire, la lever pendant un certain temps, permettre l'expérimentation. Et puis après, l'État décide de savoir si cette contrainte peut être levée de manière pérenne ou non. Donc ce sont des choses qu'on peut contractualiser avec l'État dès lors qu'on est une entreprise avec une collectivité locale ou plusieurs entreprises ensemble qui identifient leurs problèmes. Hein, puisqu'on parle tous d'innovation, on est confronté à un certain nombre de problèmes. On l'identifie, on dit que voilà, on pourrait peut-être faire un peu autrement. On dit à Monsieur l'État, est-ce que vous pouvez nous autoriser à faire ça différemment? Et puis on expérimente et ensuite on conclut. Et je trouve que ce positionnement de l'État comme étant plus facilitateur, plus accompagnateur, peut être extrêmement intéressant, en tout cas en France, dans ces transformations que nous sommes en train de vivre. Ok, merci. Denis Le Glenner, tout à l'heure on parlait spiritualité. Je ne pense pas qu'au CJD vous fumez, mais si je prends votre phrase, vous dites que pour faire de l'innovation, il faut repérer dans votre cœur les traces du futur. Ça pète. Donc, pour des chefs d'entreprise pragmatiques, Ouais. repérer dans son cœur les traces du futur comme solution pour innover, avouez que c'est assez original. C'est punk. Ah ouais, parce que en fait, moi je suis sensible à ce que vous disiez tout à l'heure. On n'a pas envie de dire que les problèmes de demain, c'est le crottin de cheval. Donc on est certain d'une chose, c'est qu'on va se gourer. Hein. Moi, je fais de l'informatique et c'est un métier particulier parce qu'on sait que l'innovation, ça n'est jamais le passé plus la technologie. C'est-à-dire que dans les prévisions que je peux vous faire, je peux dire le big data, ça marchera quand on arrêtera d'appeler ça big data.
Vous voyez ce que c'est le big data? C'est un peu comme la sexualité adolescente. C'est-à-dire que tout le monde en parle et personne ne sait vraiment ce que c'est. Et il y a juste un autre truc comme ça, les imprimantes 3D. Vous avez déjà vu une imprimante 3D? Vous voyez bien que ça n'a absolument rien à voir avec une imprimante, on est bien d'accord. Et en fait, sauf que là, ça change. Déjà, chez Ariane Espace, et déjà dans l'usine nouvelle de ce mois-ci, ils appellent ça production additionnelle. Donc, c'est pas un truc, production additionnelle. Non. Mais sauf que ça change complètement le paradigme. Hein. Ça change votre manière de voir les choses. Donc, on ne va pas faire ça. Donc nous, on a décidé de regarder dans nos cœurs, de permettre aux traces du futur d'émerger dans nos cœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a une chance formidable. On a une chance formidable parce qu'on est en train de changer d'époque. Et c'est violent. Hein. C'est-à-dire que c'est un truc qui est à la hauteur des changements de la Renaissance. Si vous voulez plus de mesures là-dessus, je vous invite à lire Michel Serres en particulier, qui a très très bien écrit dans le domaine. Et c'est une époque géniale parce que si comme moi, vous êtes gentil, eh ben, vous avez un avantage stratégique. Avant, vous aviez un défaut. Il fallait être méchant. Aujourd'hui, être gentil, en fait, c'est un avantage stratégique et être empathique encore plus. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est justement la question, ça a été défini par un monsieur qui s'appelle Simon Sinek, en fait, qui a parlé du why et les golden circles. Enfin bref, la raison d'être de votre entreprise est devenue capitale. C'est-à-dire qu'avant, c'était la vision qui comptait, les objectifs, le plan stratégique, etc. Un dirigeant sérieux, aujourd'hui, ça fait un plan stratégique à 6 mois et après, c'est de la science-fiction. Donc, du coup, ce qui est important, c'est la raison d'être de votre entreprise. Pourquoi le monde est mieux? Parce que vous existez. Pourquoi c'est important? Parce qu'avec ça, vous emmenez tout le monde, quoi. Vous emmenez vos clients, vous emmenez vos collaborateurs, vous emmenez vos fournisseurs. Et c'est pour ça que c'est spirituel. Premier pan. Deuxième pan, l'expérience client. Moi, j'ai fait une école de commerce. J'ai appris à l'école que vendre des produits, c'était ringard. Je dis, c'est bizarre, on vend quand même vachement de produits, qu'il fallait vendre des services, etc. Et, ok. Et aujourd'hui, on me dit, non, vendre des services, même c'est ringard, il faut vendre de l'expérience client. Ah, d'accord. En fait, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On vend toujours des produits, on vend toujours des services. Sauf qu'à chaque fois qu'on passe une étape, en fait, l'étape d'avant devient un média. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, mais déjà un petit peu hier, vendre des produits, c'est un média pour vendre du service. Et ce qu'on est en train de dire là, c'est que même vendre du service, c'est un média pour vendre de l'expérience client. Et donc du coup, pour mettre en œuvre ça, vous doutez bien que ce n'est pas une nouvelle machine-outil, un nouveau process ISO machin qui va vous le faire. Pour faire ça, il faut parler du deuxième volant des ressources. Parce que là, on vous a dit les ressources, c'est rare, il faut les partager, il faut les recycler. C'est l'angoisse, les ressources. Là, vous avez refait Hélène Valade, on est d'accord? Non, je dis que les ressources, c'est pas que ça. Il y a des ressources dont on ne parle pas. Je vais vous parler de ressources qui sont infinies, intarissables, et plus vous les utilisez, plus vous les développez. Elles s'appellent la compétence, elles s'appellent la confiance, elles s'appellent la pertinence, et elles s'appellent la santé. Si vous travaillez à développer ces ressources-là à l'intérieur et à l'extérieur de votre entreprise, comme par hasard, plus on l'utilise, plus ça sert, plus ça se valorise. Je vais vous donner un exemple. Il y a une entreprise qui vendait du papier crayon. Ça s'appelle l'Ireco. Ça vend du papier crayon, de la gomme, du surplus de rentrée scolaire. Et en fait, ils se sont dit, on ne peut pas continuer comme ça parce qu'une guerre des prix, on ne va pas s'en sortir. Et puis, on est français, on a les approvisionnements qui sont un petit peu responsables et tout. On ne va pas s'en sortir dans ce modèle-là. Et ce qu'ils se sont dit, en fait, c'est que les gens, pour reprendre tes exemples de l'économie de la fonctionnalité, ils n'ont pas besoin de papier, ils n'ont pas besoin qu'on leur livre des palettes de papier crayon. Ils ont besoin de pouvoir écrire. Et donc, du coup, ils se sont dit, en fait, on ne va pas leur livrer des palettes que les acheteurs vont pouvoir comparer à d'autres palettes. On va les livrer au fur et à mesure de leurs besoins. On va les aider à consommer mieux, c'est-à-dire en fait à consommer moins, en faisant ce qu'on appelle des benchmarks avec ce que les autres entreprises consomment, etc. On va les livrer au fil de l'eau et avec toujours les mêmes chauffeurs, toujours les mêmes livreurs. Vous savez quoi? Ils vont devenir potes avec les mecs des entrepôts. Et il va se passer un truc, ça s'appelle la confiance. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Le mec, il livre où ça arrange le mec de l'entrepôt. Il le livre exactement à l'endroit où il veut, il dépalette comme il veut. Résultat, l'autre, il gagne un temps de fou. Et ça génère de la valeur.
Alors c'est une valeur qui est difficile à mesurer, mais du coup qui vous fait un paquet d'alliés chez vos clients et vos fournisseurs, et du coup qui fait de la fidélisation en créant de la valeur sur la base d'une ressource infinie. Merci David. Je peux juste rajouter un truc. Ça marche pas. Si. Compléter une chose, c'est renvoyer peut-être un article qui est paru dans les Échos il n'y a pas très longtemps, qui disait voilà, au 19e siècle, on a recruté des bras, au 20e siècle, on a recruté des cerveaux, et au 21e siècle, on recrutera des cœurs. C'est très sérieux tout ça, ce que je dis. C'est-à-dire des gens qui ont la capacité émotionnelle pour rentrer dans la coopération. Il y a un mot quand même clé que tu pourrais ajouter, c'est l'empathie. Et voilà, donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Alors, comme on est sur la journée de la femme, pour développer l'empathie, on a, nous, les hommes, absolument besoin des femmes. C'est juste une question d'hormones. C'est-à-dire que nous sommes constitués hormonalement, principalement de testostérone. Donc la testostérone, c'est tout. Voilà, on est donc dans le conflit. C'est l'hormone de l'anti-empathie, si vous voulez. Alors que chez nos collègues féminines, il y a ce qu'on appelle de l'ocytocine, qui est l'hormone de la compassion, voilà, l'hormone de l'empathie. C'est celle qui vous débloque votre bassin quand vous accouchez aussi, par exemple. Donc voilà, donc nous avons besoin d'ocytocine, nous les hommes, de mettre un peu d'ocytocine dans notre testostérone. Et donc nous avons impérativement besoin des femmes pour aller dans ce sens-là. Même les hommes applaudissent. J'espère. Émeric Jacquillat, vous avez parlé d'innovation disruptive. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, parce que vous m'avez attaqué tout à l'heure en disant que j'étais le diable. Donc, Non, j'ai posé une question. Et je crois qu'aujourd'hui, la révolution qu'on est en train de vivre, qui est celle du digital, qui est celle de l'émergence de nouveaux modèles, elle redonne le pouvoir. Elle redonne le pouvoir aux entrepreneurs, aux acteurs du changement, elle redonne le pouvoir aux consommateurs. Et nous, dans notre mission, c'est de développer la consommation responsable. Et pour ça, on se dit, en fait, il faudrait que les consommateurs se posent davantage de questions avant d'acheter un produit. Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? D'où il vient? Comment il est fabriqué? Par qui il est fabriqué? À qui ils achètent? Et c'est ça qui va progressivement détourner le consommateur de certaines grandes enseignes de la grande distribution. Et est-ce que mon achat, il contribue positivement pour mon territoire, pour les emplois? Est-ce que quand j'achète, je vis une vraie expérience? Une des innovations qu'on a lancées, c'est l'innovation disruptive, auquel auquel on croit beaucoup. On a annoncé qu'on a ouvert 200 000 magasins. C'est dingue. Juste au mois de janvier. Et en fait, on donne aujourd'hui la possibilité aux internautes sur camif.fr de venir essayer, voir, toucher leur canapé chez un autre client de la Camif qui a acheté le même canapé il y a un an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Donc on va les mettre en relation, on va créer du lien entre cette communauté de consommateurs. Et là, on va avoir une expérience client que vous retrouverez nulle part ailleurs. Parce que vous n'allez pas parler à un vendeur, vous n'allez pas voir un produit neuf très bien mis en valeur, vous allez parler à un utilisateur du produit. La qualité, vous allez pouvoir l'essayer, la toucher du doigt et puis voir qu'est-ce que ça donne le produit après 1 an, 2, 3 ans d'usage. Et ça, c'est une vraie révolution. C'est dans la mouvance de cette économie collaborative et ça fait le lien entre nos clients historiques qui sont plutôt à la retraite instituteurs, mais qui sont ravis de pouvoir accueillir des jeunes, et les plus jeunes, qui représentent aujourd'hui 60% de nos clients, qui, eux, sont résolument inscrits dans cette consommation responsable et collaborative, qui veulent donner du sens à leur achat. Et c'est ce que la Camif leur propose. Merci. Arnaud Deschamps, un dernier mot sur l'innovation. Oui, je voulais rebondir sur 2 choses, parce que ce que vous disiez, Emery, et puis aussi sur l'économie de la fonctionnalité, c'est intéressant, mais c'est là où parfois les entreprises ne peuvent pas non plus aller plus vite que l'évolution des consommateurs. Je pense par exemple, pour nous, c'est le cas pour les machines, en fait, parce que on a beaucoup parlé en France d'obsolescence programmée, et nous, pour les machines, en fait, nous, c'est vraiment l'inverse, c'est que ce qu'on veut, c'est qu'elles ne tombent pas en panne, parce que si elles tombent en panne, vous ne pouvez plus boire votre café, en fait. Donc, depuis le départ, on a mis en place un système hyper perfectionné où on vient chez vous chercher la machine, on vous en prête une, on la répare, on vous la ramène avec une extension de garantie. Et on répare aujourd'hui 500 machines par jour à peu près en France. Et ce sont des personnes en situation de handicap aussi d'ailleurs qui réparent les machines, ce qui est aussi intéressant. Mais depuis quelques temps, on a proposé aux gens, maintenant quand leur machine est en panne, en leur disant soit on vous la répare et on vous prête une machine en attendant, etc. Soit on la remplace directement par une machine déjà réparée en fait.
une machine qu'on a récupérée d'un autre client, qu'on a entièrement checké, réparé, et si vous voulez, on vous l'échange. Il y a juste un rendez-vous, on échange les machines et c'est terminé. Et ben aujourd'hui, on a vu sur les premiers essais qu'on avait quasiment 30% des gens qui acceptaient de faire ça. Parce que maintenant, les mentalités sont en train de changer, qu'on dit on n'a plus besoin de posséder une voiture, donc après tout, est-ce qu'on a besoin de posséder une machine à café? Mais ça, c'est très nouveau, parce qu'on avait fait cette tentative il y a quelques années, et c'était 0% des gens qui prenaient. Donc ça aussi, c'est intéressant pour les entreprises, c'est que parfois, on ne peut pas non plus être précurseur. Parfois, simplement, on doit s'adapter aussi et évoluer en même temps que la société, et c'est notre capacité d'adaptation à ces nouveaux signaux qui va faire qu'on va pouvoir aussi faire de la RSE et être dans une économie positive. Mais on ne peut pas toujours aller plus vite que les consommateurs. Et juste parce que, pour dire un dernier mot, parce que c'est la journée de la femme, pour vous dire qu'au comité de direction de Nespresso France, il y a 50% de femmes. Alors le dernier mot, bien entendu, on voulait le donner à notre femme, Hélène Valade. Justement, ben voilà. Est-ce que, pour conclure cette table ronde, la vraie conclusion, c'est que, si on compare avec les forums précédents, on est en train d'enregistrer des évolutions qui sont formidables. Je trouve que tous les ans, on ajoute des exemples, des expérimentations qui sont extraordinaires. Moi, ce que je retiens, c'est la capacité enthousiasmante de tout ça. C'est le côté effectivement révolutionnaire au sens où ça redonne du sens, de l'envie. Et je pense que c'est un peu ça qu'on avait perdu. Et je pense que la RSE, c'est ça, au fond. C'est la responsabilité et c'est l'envie de faire des entreprises, des acteurs qui contribuent au bien-être, qui contribuent au bien-être des territoires et puis au bien-être des salariés. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est celui de l'entreprise libérée. Mais je pense que tout ce qu'on a dit aboutit sur cette idée-là d'une entreprise plus contributrice, plus libérée et qui donne de l'envie et du bonheur à ses salariés, hommes et femmes. merci beaucoup, vous pouvez les applaudir très fort. Sachez, parce que j'ai eu pas mal de remontées, etc., et puisqu'on parle des femmes, qu'on a invité énormément de femmes à venir participer à nos plénières et d'ouverture et de clôture. Mais comme c'est la journée de la femme, eh bien, beaucoup de femmes se sont retrouvées entre femmes. Voilà, donc on le regrette. Et on aurait bien voulu en avoir beaucoup plus, et on a tout fait pour cela. Je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la plénière de clôture sur les nouvelles frontières de la RSE. Justement, quelles sont les interactions entre la RSE, l'innovation et la Méditerranée, puisque nous avons le plaisir aussi de recevoir Tarek Sharif, qui a traversé la Méditerranée pour nous parler de ce qui se passe un petit peu là-bas, et en même temps le ministère qui va nous parler de ce qui se passe en transition écologique et économique. Merci, à ce soir, et bonne continuation pour votre forum.